soir, aux Nouvelles nationales d'APTN. Une femme Mohawk d'Akwesasne lutte contre l'itinérance à Cornwall bénévolement, alors que l'hiver arrive. Kiksakik, la dernière communauté qui utilise des génératrices, sera bientôt connectée au réseau d'Hydro-Québec. Et en entrevue, Michel Jean Inou de Mashtuyats présente son nouveau roman Rémique, qui sera adapté cinématographiquement. Oui, bonsoir, je m'appelle Chouchane Bacon et je vous souhaite la bienvenue à Nouvelles nationales d'APTN. Un couple vivant dans un campement de sans-abri à Cornwall pleure toujours la mort d'un être cher. Heureusement, ils ont reçu l'aide d'un organisme communautaire d'Akwesasne pour guérir. Emilia Fournier nous raconte. Dans ce campement de sans-abri à Cornwall, en Ontario, un couple pleure toujours la mort de Diane Hébert, décédée au camp le 4 novembre, environ un mois après avoir reçu son congé de l'hôpital communautaire de Cornwall. They discharged her of the hospital because she didn't have like a big problem. She just need oxygen, and so they drop her here, and she called the place for the oxygen, and because she don't have her address, they didn't give her oxygen, but she needs oxygen 24/24, so she passed away. Selon Legault, l'hôpital a refusé d'envoyer l'oxygène nécessaire à Diane Hébert puisqu'elle n'avait pas d'adresse fixe, contribuant ainsi à son décès. L'hôpital communautaire de Cornwall a décliné la demande d'entrevue d'APTN et une enquête du coroner de l'Ontario est en cours. Kim Legault et son conjoint Keith Seyu attendent de trouver un logement plus permanent, loin des gens en désintoxication dans des refuges temporaires comme le Parisian Manor de Cornwall. Ils ont trouvé un appartement. Toutefois, sans le revenu de Diane Hébert, ils ne peuvent plus assumer le dépôt initial. J'ai un appartement, l'électricité est à mon nom, toutes les utilités sont à mon nom. Bon, on n'est pas capable d'avoir the first and the last rent. And because before we were 3 of us, and now we only 2 of us. Tina Point, une femme Mohawk d'Akwesasne, a fait en sorte que le couple s'installe au camp au mois d'août. Avec ce camp, elle a créé une communauté plus sécuritaire pour les sans-abri de Cornwall et d'Akwesasne. Par ailleurs, elle aide le couple à vivre son deuil. Everything is all volunteer work, and I'm just doing what my grandparents taught me to do. And that's just, helping our people with their healing journeys and getting them to the next space. Tina Point dirige Unity Street Help Association, un organisme sans but lucratif d'Akwesasne. Cet organisme aide les sans-abri à avoir accès à des services tels que la désintoxication, la guérison par des pratiques traditionnelles et l'accès au logement. Tout cela avec la collaboration du Conseil de bande d'Akwesasne. Some of them drug addicts are future counselors in our community. 2 of them I was working are fluent Mohawk. You might see them around, but they're fluent Mohawk. They know their ceremonies. When I came back, they were all hooked on fentanyl. Now they're going to detox. Ces pratiques de guérison sont également offertes aux non-autochtones comme Kim Legault et Keith Seyu. I'm trying to find my way in life, and Tina's really trying to help us with that. The sacred fire, I learned so much more, and I look at fire differently now. The elder that's here that helps out, he's a really great guy, and I learn more and more every day from him. Alors que le prix des logements monte en flèche, que l'aide aux revenus est réglementée par la province, le maire de Cornwall, Justin Towndale, a déclaré qu'un fonds d'urgence est disponible par l'entremise de Centraide pour ceux qui ont du mal à payer une avance de loyer et pour ceux qui veulent rester au camp, ils ne seront pas expulsés. We have no intention at this time to forcibly remove everyone. There is still room at Parisian Manor for those that are interested. We are trying to encourage them, but we're not in a position nor would we look to forcibly move anybody, right? We want people to be comfortable to make that decision to move in there on their own. Cette bénévole entend poursuivre son travail jusqu'à ce que tout le monde soit logé convenablement. I'm just taking it day by day because people keep coming in, and the government can't deny me to do land-based healing with my people. Kim Legault et son conjoint espèrent s'installer dans leur logement avant que l'hiver s'installe.
Emilia Fournier, Nouvelle nationale d'APTN, Cornwall, Ontario. C'est l'une des dernières communautés au Québec qui utilise toujours des génératrices, et même ce, si elle est située à proximité d'un barrage d'Hydro-Québec. Mais après des décennies de négligence, le travail de connexion de la communauté Anishinaabe de Kiksakik au réseau hydroélectrique a finalement commencé. Maricela Amador était présente lors de l'annonce. Des politiciens du Québec et des représentants d'Hydro-Québec se sont rendus à Kitsisakik pour souligner le début du projet Animiki et Chicoté. C'est une panne du réseau principal, ça va transférer sur le système de génératrice. La première phase, installer des panneaux électriques dans chaque maison. Environ 50 logements ont été modernisés jusqu'ici, ce qui représente la moitié de la communauté. C'est historique, puis c'est une fois dans la vie. Fait que je remercie aussi à mon chef puis au conseil aussi de se bâtir. Ça fait longtemps, ça fait des années. Puis là, aujourd'hui, où ce qu'on en est, c'est une grande fierté à vivre. C'est pas juste pour Kitsakik, mais pour les autres communautés qui voient de l'espoir aussi. Parce que Kitsakik n'est pas une réserve reconnue, les résidents devaient compter sur des génératrices diesel coûteuses pour alimenter leur maison. Yann Lafrenière, ministre des Affaires autochtones du Québec, a fait remarquer que le travail effectué jusqu'à maintenant est un geste concret de la part du gouvernement. Il a également insisté sur l'engagement du gouvernement à établir des partenariats avec les Premières Nations dans le cadre du virage vers l'énergie verte. Je vous dirais cependant, depuis 2-3 semaines, il y a plusieurs communautés qui sont venues nous voir, moi, mon collègue Pierre Fitzgibbon, qui veulent développer des projets, mais ils veulent les faire comme partenaires. Ils ne veulent pas être témoins, ils ne veulent pas voir ce qui arrive, ils veulent être partenaires, que ce soit de l'éolienne, que ce soit des mini-centrales. Donc, il y a plusieurs possibilités, on va les faire avec eux. Jaco Ponosway, un membre de la communauté, attend l'arrivée d'électricité avec impatience parce qu'il consacre la majeure partie de son revenu mensuel au gaz. Mais il s'inquiète de l'impact que cela aura sur la mode de vie de la communauté. J'espère juste que les plus jeunes, les prochaines générations, comment je pourrais dire ça? Ils ne dépendront pas trop de l'électricité pour rester à la maison. Puis il faut aussi les faire sortir. Il va falloir trouver des projets aussi pour les faire sortir, organiser plusieurs activités. Oui, il y a d'autres projets. Oui, on va travailler ensemble. Bon nombre des 400 membres de la communauté se demandent encore pourquoi il a fallu attendre 40 ans pour obtenir de l'électricité. D'autant plus qu'un barrage d'Hydro-Québec traverse le centre de Kitsisakik. Jimmy Papati, directeur d'infrastructure et des ressources naturelles de la ville, affirme que la relation avec les services publics est tendue depuis de nombreuses années. Quand on regarde Hydro-Québec, les premiers travaux, c'est quand ils ont construit le barrage lac d'Ozois. Ils ont tout simplement tassé les Autochtones qui vivaient le long de la rivière. Ça s'appelait Wigosibi. On suivait les poissons. Nous, on vivait déjà là. L'explication d'Hydro-Québec est que le barrage n'a jamais été conçu pour produire de l'électricité. Les travaux qui ont commencé cet été devraient se terminer en 2025. Hydro-Québec paye la facture de 32 millions de dollars. Le chef du conseil de Kitsisakik, Régis Ponosway, espère que la nouvelle relation avec Hydro-Québec favorisera le développement de sa communauté. C'est la prochaine étape qu'on va devoir regarder pour la communauté, c'est d'avoir accès à l'eau potable. On regarde à l'heure actuelle tous les avenues qui pourraient être qu'on a autour. Les résidents de Kitsisakik doivent tout de même encore acheter de l'eau en bouteille ou faire bouillir l'eau prélevée au centre communautaire. Maricela Amador, Nouvelle nationale d'APTN, Kitsisakik, Québec. Dialogue pour la vie s'est déroulé du 13 au 18 novembre à Montréal. Plusieurs communautés autochtones se sont réunies pour la promotion de la vie et la prévention du suicide. Emilia Fournier en a plus. Stéphanie Yancy Héroux-Brazeau vient à la conférence Dialogue pour la vie depuis des années comme bénévole et plus récemment comme danseuse, trouvant la guérison puisque le suicide touche sa communauté au Lac-Simon. Ici, c'est tout le temps un peu des rappels, puis il y a aussi beaucoup de travail de guérison. Justement, je pense que les powwows, c'est aussi un moment où est-ce qu'on peut évacuer, qu'est-ce qu'on a besoin d'évacuer. Durant les ateliers, les conférenciers font la promotion de la vie. Yancy Héroux-Brazeau a appris l'importance de sa culture. Je pense que c'est vraiment de retourner à nos sources, qui qu'on est, d'être fiers de qui qu'on est, de retourner vers nos manières de vivre qui ont été beaucoup effacées. Marc Lafontaine, un Innu de Coanichit,
a animé un atelier et un cercle de partage pour les hommes. Mon défi, c'est habituer au monde, aux hommes surtout, à verbaliser. Parce qu'un homme, ça pleure pas. Mais c'est pas vrai. Un homme, c'est fort. Ça parle pas, mais il faut verbaliser. Pour lui, les activités traditionnelles aident les hommes à s'ouvrir. Mais quand ils sont dans le bois, là, c'est d'autres hommes, bien, c'est merveilleux. Ils sont plus positifs, plus joyeux, ça parle plus, fait des jokes. Ça change. Le milieu, tu changes les milieux, tu changes la mentalité, le mode de vie d'un homme. Un Anishinaabe queer, Connor Lafortune, a partagé une boîte à outils qu'il a créée avec d'autres jeunes autochtones. Pour moi, les expériences les plus frappantes, c'est lorsque les gens nous viennent avec la boîte à outils et souvent en larmes, ils nous disent « Je me sens finalement compris ». Cette boîte à outils donne des conseils aux travailleurs en communauté. Comment encourager les jeunes autochtones à se valoriser. On a tous besoin de promouvoir nos vies, de tourner vers un aspect de baser sur les forces, basé sur qu'est-ce qu'on a dans notre vie, de tourner les narrations qu'on se fait dans nos têtes, qu'on est juste de base, de déficit. En plus des ateliers, des guérisseurs et des aînés ont mené des cérémonies. Viviane Snowboy a offert une cérémonie de bain de sel. I grew up in ceremony and I've seen my father when I was a little girl, watching him help people and watching him, create a safe space for them to heal. And I've seen some amazing transformations amongst our people, especially the ones that, would think you would never see change. Elle a aussi mené un atelier sur son expérience soutenant les Autochtones, naviguant dans le système juridique. The justice system really needs to take a step back again, and we need our own restorative justice because that's what helps our people, and I've seen it help our people because then people are healing. La prochaine conférence Dialogue pour la vie aura lieu en mars 2024. Emilia Fournier, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Après la pause, des grands-mamans de Winnipeg font du rap. Soyez là. Re-bienvenue. Des chefs élus, des politiciens du Québec, des membres de la famille et des amis sont venus appuyer les diplômés de l'École et dirigeants des Premières Nations de HEC Montréal. La cérémonie de remise des diplômes marquait le 2e anniversaire du programme de formation à l'intention des cadres autochtones, période au cours de laquelle l'université a décerné plus de 100 certificats et attestations. L'objectif du programme est d'améliorer l'efficacité du leadership. 46 enseignants, membres des Premières Nations, donnent des cours aux côtés de professeurs de l'Université de Montréal. Constant Awashish, chef de la Nation Atikamekw, a suivi le programme Chef, Grand Chef, Président de novembre à juin 2023. Il affirme que cela a été très enrichissant. C'est un très bon programme là, pour les leaders autochtones. Il y a beaucoup de matières là, qui peuvent être peut-être, on ne se rend pas compte dans l'action tous les jours, les opérations qu'on fait, mais ça nous permet d'avoir une meilleure perspective là, du travail qu'on fait, comment je pourrais dire ça, toute la question hiérarchique, comment les décisions se prennent, le processus de décision également. 3 grands-mamans de Winnipeg ont sorti leur toute première chanson de style rap. Le groupe Grassroots Grannies a passé 5 semaines à écrire et à produire des chansons représentant la résistance des peuples autochtones de l'île de la Tortue. Voici une histoire de Tamara Pimentel. Don't let me die, don't let my spirit die. There is a life when you hear us rise. Jerry Shingoose, Chickadee Richard et Vivian Ketchum sont les Grassroots Grannies de Winnipeg. Comme le dit grand-maman Shingoose, nous ne sommes pas des grand-mères adeptes de thé et de bannock. Elles ont écrit et interprété une chanson rap de résistance en honneur des guerriers en première ligne avec l'aide de la poète autochtone Zoe Roy. Le titre de la chanson est Ogijita, signifiant guerrier en Anishinaabe-Mowin. To speaking for the 215 plus children and then also
just speaking to the MMIW, to Spirit. So the Gitchta all over the land are about love, unconditional love. It's about the, protection of the waters, the lands, for future generations. Les 3 versets de la chanson ont tous été rédigés par les grands-mères. La chanson reflète les injustices auxquelles les Autochtones sont confrontés à travers l'île de la Tortue, mettant l'accent sur les tombes anonymes et la lutte des fouilles des sites d'enfouissement de la région de Winnipeg, afin de trouver 2 femmes autochtones, un mouvement auquel ont participé les 3 femmes. We've been in the front lines, we've been there, done that, and we know, that racism is still alive, and it targets all Indigenous people. We work pretty well. It's really, these are strong women that I am working with, strong grandmothers, and it's really, you got to give kudos to Zoe for directing and them organizing. We're pretty strong in our own right in that, but together as a group, then that's amazing. Les grands-mères disent qu'il a fallu 5 semaines pour achever Ogijita, tout en apprenant à écrire de la musique et à interpréter une chanson rap. We had fun doing it, but also we had tears. Hey, especially when you were singing the lullaby, that was difficult. And that was for the babies that never made it home, never got to hear the lullabies from their mothers. La chanson a été lancée le 10 novembre. Il s'agit de la première d'un projet en 7 volets intitulé « Projet de chant de médecine » qui met en vedette des aînés et des tantes autochtones d'un océan à l'autre. I've never done anything like this before, so I'm always willing to step out of my comfort zone. As long as these 2 come with me. Un reportage de Tamara Pimentel, Nouvelle nationale d'APTN, Winnipeg. Au retour, Michel Jean, auteur et Innu de Mashturiat, présente son nouveau roman « Rimik ». Restez là. Bienvenue. En entrevue cette semaine, nous sommes allés à la rencontre de Michel Jean au Salon du Livre de Montréal pour aborder son nouveau roman « Rimik », signifiant « chien » en Inuktitut, alors que son roman sera porté au grand écran par Annick Jean et Patrick Huard. Le voici. Oui, Michel Jean, bienvenue à Nouvelle nationale de la PTN. Oui, je serais content d'être là. Salut. Combien t'es rendu, là? Le livre Rimik vient de sortir, les ventes vont bien. Oui. T'en es rendu où, là? Bien, j'ai pas de chiffre encore, parce que ça prend un certain temps avant qu'ils nous disent combien, mais je sais que le livre va super bien. Puis je suis content parce que, tu sais, quand tu écris un livre, tu te demandes souvent comment les gens vont le trouver. Tu sais, moi, ça me prend 2 ans. Puis la réaction du public, après ça, c'est ça qui dit si les gens aiment ou n'aiment pas le livre. Donc, les critiques sont bonnes. Le livre est au palmarès, dans les différents palmarès partout. Fait que non, je suis super content, ça se passe bien. Pour le reste, on se croise les doigts parce qu'on sait, dans le monde du livre, on ne sait jamais. Mais aborder ce sujet-là est assez sensible. Oui. Comment est venue cette idée-là de vouloir parler du sujet des chiens de traîneau chez les Inuits? En fait, moi, ça faisait longtemps que j'entendais les gens dire « Ah, au Québec, les problèmes des Autochtones, c'est toujours les Anglais, parce que c'est les Anglais qui ont fait la loi sur les Indiens, les Anglais qui ont fait les pensionnats, puis la culture francophone est tellement plus ouverte aux Autochtones, alors que moi, je dis toujours, la colonisation s'est faite en Amérique en anglais, en portugais, en espagnol et en français. Il n'y a personne de pire, il n'y a personne de mieux. Tu sais, ça a été la même chose. Et les Inuits en sont un bon exemple parce qu'eux n'ont pas connu, moins que nous, les pensionnats. Puis ils n'ont pas de statut autochtone. Mais leur trauma, eux, c'est le massacre des chiens, puis c'est le Québec qui a fait ça en bonne partie. Donc, je voulais raconter ça. Puis une fois que j'ai eu l'idée, ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête. J'étais dans un salon, un festival littéraire. J'avais rencontré Mme Sheila Watt-Loutier, qui est comme c'est la Joséphine Bacon des Inuits, si on peut dire. Puis j'avais demandé, j'ai dit, qu'est-ce que vous diriez? Tu sais, je réexpliquais mon chose, puis j'aimerais ça faire un livre sur ce sujet-là, puis elle m'a encouragé à le faire parce que elle aussi, elle trouvait que dans le fond, ça manquait. Puis après, je l'ai présenté à des gens de Makivik, puis après ça, je l'ai fait lire par des gens de l'Institut Avatak.
qui ont aimé le livre, puis qui m'ont fait quelques suggestions que j'ai inclus, qui m'ont fourni les images qu'on a mis dans le livre. Donc, j'ai essayé de raconter une histoire qui, pour moi, est une histoire importante. Et pour les Autochtones et pour le Québec, tu sais. Puis c'était ça que je m'étais donné comme mandat. Mais on n'a pas tous la même histoire. Puis les gens au Québec n'ont pas une compréhension très grande de c'est quoi la réalité autochtone tant que ça, tu sais, quand on y pense. Donc, moi, je voulais vraiment qu'on amène ça. Puis ça a été un travail long, puis j'ai pris le temps de le faire avec eux. Puis maintenant, bien, j'étais content du résultat au bout du compte. J'étais content qu'ils soient contents, comme on dit. Grosse nouvelle par rapport à ton livre. Un film va être produit avec ça dans les prochaines... Le processus est débuté. Oui, bien en fait, j'ai une première rencontre pour le scénario ce soir avec Annick Jean et Patrick Huard. Je suis content parce que c'est des gens hyper compétents. Patrick Huard n'a pas besoin de présentation, Annick non plus. Ils ont déjà le financement, donc on va être capable de le faire rapidement et non pas dans 10 ans. Et surtout, moi, quand on a parlé de ça au début, j'aurais dit, moi, je veux qu'il y ait vraiment beaucoup d'Autochtones et d'Inuits dans le projet, puis eux, ils étaient d'accord, puis on s'est entendu pour que, tu sais, en plus du personnel technique, mais on va se servir des fois de... Si, par exemple, on ne trouve pas un caméraman, mettons, qui est Inuit, on va prendre un jeune caméraman ou quelqu'un qui veut le faire, puis on va le mettre piggyback pour qu'ils apprennent, puis faire en sorte, puis ça va faire travailler les comédiens, mais je veux pas que ce soit juste les comédiens, je veux que ce soit derrière la caméra, tout le staff, pour que... L'idée, c'est d'utiliser ces projets-là pour développer une expertise qui fait que dans 3, 4, 5, 6 ans, on soit capable de faire des films comme ça en utilisant que du personnel autochtone. Mais on ne peut pas passer de 0 à des équipes complètes d'un coup. Fait que c'est utiliser ça pour faire une transition, puis former des gens pour faire en sorte qu'on va être capable de le faire. Puis aussi, la moitié du film, toute la portion qui se passe entre Inuit va se faire en Inuktitut, dans la langue. Ça va être tourné on location, sur place, là-bas, au moins sur 2 saisons ou 3. Donc, ça va apporter du travail aux gens là-bas. Ça va être, ils vont bénéficier du projet qui parle de leur histoire aussi. Puis pour moi, ça, c'était primordial. Et Patrick et Annick étaient d'accord avec moi là-dessus. Donc, ça n'a jamais été un souci. Puis ils voient les choses de la même manière. Donc, pour moi, c'est une occasion de jeter encore plus de lumière. T'sais. Un livre, c'est un livre. Le cinéma, c'est autre chose. Ça rejoint des publics différents. Puis ça fait connaître un pan de l'histoire autochtone, mais ça fait réaliser aux Québécois que ça fait aussi partie de leur histoire. Il y a des Inuits sur les messages, les réseaux sociaux qui ont réagi disant qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce qui était en train de démarrer. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces Inuits? Écoute, je ne m'attends pas à ce que tout le monde soit d'accord sur ces questions-là parce que on n'est pas entre Autochtones toujours d'accord, puis il n'y a pas une façon de voir les choses. Je pense que les gens qui ont réagi sur Facebook ne sont pas encore au courant de ce qu'on veut vraiment faire. Ils ont entendu des gens qui ont répété des choses sans savoir, sans se renseigner, sans poser de questions, puis en disant des choses dans le vent comme ça, mais je pense que quand les gens vont réaliser à quel point les Inuits vont être intégrés et partie prenante du projet, ils vont voir que c'est pas une affaire qui se fait de l'extérieur à leur communauté, parce que sinon, moi, je n'aurais pas embarqué si ça avait été un projet comme ça. Tchinishkimaden, Michel Jean. Tchinishkimaden, Shushan. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je m'appelle Shushan Bacon. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Yamé Wimsich.